7h42 les matins de France Culture jusqu'à 9h. Et bien donc voilà, les Vénézuéliens vont se rendre aux urnes dimanche prochain, 7 octobre, pour élire leur nouveau président de la République, à moins qu'il ne s'agisse de réélire pour la troisième fois donc Hugo Chavez. Enfin, prenons les choses calmement. D'un côté, El Comandante, le leader de la révolution bolivarienne, président de la République depuis 14 ans. Hugo Chavez brigue donc un troisième mandat pour continuer à faire advenir ce qu'il appelle le socialisme du 21e siècle. En face de lui, El Flaquino, le petit gars, candidat de l'opposition, qui se revendique du centre-gauche ou centre-droit, cela dépend parfois des moments et des débats, mais enfin, il s'agit de Enrique Capriles Radonski, qui donnait tout de même perdant par la plupart des sondages, mais enfin qui connaît une forme de dynamique. Alors la campagne officielle est terminée depuis dimanche dernier, elle ne s'est pas déroulée sans heurts. La veille, 3 militants de l'opposition ont été tués par balle dans le fief de Chavez. Alors pourquoi cette campagne est-elle aussi tendue ? Comment ce pays a-t-il pu devenir aussi polarisé, selon de nombreux observateurs, présenté comme un demi-dieu libérateur par ses partisans, comme un tyran assoiffé de pouvoir par ses détracteurs? Hugo Chavez divise, certes au Venezuela, mais également à l'étranger. Pour en parler, nous recevons René Frégosi. Bonjour. Bonjour. Ah oui, donc il n'y a pas de doute que vous êtes bien directrice de recherche à Sciences Po, avec un prénom pareil, René Eheu. Voilà, René Frégosi, vous êtes directrice de recherche à Sciences Po et donc à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Vous connaissez très bien la question Chavez, vous la connaissez d'autant mieux que, au fond, en 1998, vous, René Frégosi, vous l'aimez bien, cet homme. Oui, c'est vrai, il était jeune, beau, fringant. Ça suffit. Et, non, ça suffisait pas, mais c'est jamais négligeable. Pour l'image et pour se faire élire, c'est toujours bien. Non, mais en effet, Chavez n'est pas arrivé pour rien. Le Venezuela était dans une crise terrible, économique, sociale, politique. Le système, l'État-providence qui avait été mis en place par Romulo Betancourt dans les années 50-60, qui avait très bien fonctionné, qui avait vraiment permis une intégration par l'éducation nationale, par une redistribution. C'était un véritable projet social-démocrate qui avait été mis en place dans les années 50-60, ce projet avait très bien fonctionné, mais le système ne fonctionnait plus du tout, notamment à cause du boom démographique des années 60-70, et aussi de la corruption du système. Donc en 98, la situation était catastrophique, les partis politiques étaient complètement explosés et Chavez est arrivé, non plus par un coup d'État comme il avait tenté de le faire en 92, mais par des élections et il a été bien élu avec l'appui de petits partis de gauche. Et coup d'État raté, dont il avait reconnu le ratage avec une certaine forme d'humilité qui avait du coup frappé la population. Oui, moi j'ai jamais d'ailleurs et lui donnant du coup le crédit de devenir réellement un démocrate. Oui, mais d'ailleurs j'ai jamais bien compris la négociation qui s'était passée avec la COPEI, parce que on l'a sorti de prison en 94. J'ai toujours trouvé ça assez étrange. Je n'en ai aucune explication. Mais donc 2 ans après son coup d'État, il avait été emprisonné, évidemment, pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est normal quand on fait une tentative de coup d'État. Il en sort en 94 et effectivement, il commence vraiment sa carrière politique à ce moment-là, et en 4 ans, il va arriver au pouvoir. Alors, avec l'appui de partis de gauche à l'époque. Alors en 98, notre invité René Frégosi est donc les yeux de chimène pour Hugo Chavez. Mais oui. Et en octobre 2012, on la met dans ce qu'on appelle le camp des anti-Chavez. Rien n'est simple. Non, rien n'est simple. Mais c'est ça le problème. Et c'est ça le problème de Chavez, et c'est ça le problème du populisme. C'est que la complexité, ils ne veulent pas en entendre parler. Le compromis, ils ne veulent pas en entendre parler. Et la difficulté de gouverner, ils ne veulent pas en entendre parler. Et donc, effectivement, le vrai problème, c'est la polarisation. Mais c'est comme ça que fonctionne. Alors, c'est quoi cette polarisation? Parce qu'on a l'impression tout d'un coup qu'il y aurait qu'au Venezuela, au fond, que pas du tout. Les opinions seraient polarisées. Enfin, si on regarde la campagne américaine, si on regarde les campagnes électorales françaises... Écoutez, moi, de façon assez simpliste, je considère que la dimension populiste, c'est-à-dire la dimension de la polarisation, eux contre nous, nous sommes les meilleurs, ils sont les méchants, ce sont nos ennemis, nous sommes le peuple, ils sont les ennemis du peuple. Ça, en fait, c'est un élément structurant de la politique en général. C'est une des parties de la politique. Pas nécessairement une spécialité vénézuélienne. Pas du tout, et c'est du populisme, il y en a chaque fois qu'on fait de la politique, et de toute façon, quand on vote, on doit choisir oui ou non, nous contre eux. Donc,
on est forcément dans la dualité, dans l'opposition, dans le clivage, dans la polarisation. Donc toute politique est populiste à certains égards. La différence entre le populisme et les démocrates, c'est que une fois arrivés au pouvoir, les démocrates, ils savent qu'il y a le dissensus, certes. Parfois, ils l'oublient un peu trop d'ailleurs, il faut le reconnaître, d'où l'engouement pour les populistes qui, eux, continuent à cliver. Mais un vrai démocrate, quand il gouverne, il sait que la deuxième partie du politique, c'est le consensus. Et que une vraie réforme durable ne peut s'appuyer que sur un consensus beaucoup plus large que sa propre majorité. Et le gouvernement, ça doit se faire entre dissensus et consensus. Or, les populistes, ils continuent, ils sont en campagne permanente, ils continuent à polariser à longueur de temps et à longueur de gouvernement, et ils fonctionnent toujours dans une espèce d'atmosphère de guerre civile, en fait. René Frégosi, cela dit, pourquoi voudriez-vous que Hugo Chavez, au fond, aille vers ce consensus que vous défendez, puisqu'il finalement est le président d'un pays où il y a plus de pauvres que de riches et qu'il dit aux pauvres, je vais m'occuper de vous. Pourquoi voudriez-vous qu'il essaie de faire un consensus entre les pauvres et les riches, puisqu'il sait que les pauvres, en s'occupant d'eux, ce qu'il fait, voteront pour lui? Non, mais justement, c'est pas si simple, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pauvres, et il y en a peut-être un petit peu moins qu'en 98, quoique, parce que justement, moi, vous savez, les chiffres... Certains bilans disent qu'il y en a autant, oui, un peu plus. Mais alors, les chiffres en matière économique et sociale, moi, je ne m'y fie pas du tout, parce qu'effectivement, il y a toute une polémique, etc. Moi, en tous les cas, il y a des chiffres qui sont objectifs. Et ceux-là, je les connais mieux en tant que politologue, c'est les chiffres des élections. Et parce que vous enquêtez sur le terrain, je le précise. Oui, mais j'ai fait des missions régulières. Après-demain. Voilà, et je pars pour les élections, bien sûr. Bon, mais vous savez, ces missions, c'est des observations de haut, hein, c'est pas très... Bon, c'est pas un travail de terrain acharné pendant des mois. Bon, donc, mais en tous les cas, ce qui est très important, ce sont les chiffres des résultats électoraux. Ça, c'est des chiffres objectifs. L'économie, tout ça, bon. Et si les gens se mettent à quitter Chavez, c'est bien parce qu'ils ne sont pas satisfaits du gouvernement. Et ensuite, vous pouvez additionner des entretiens. Moi, j'ai des tas d'anecdotes, je pourrais vous en raconter quelques-unes. Mais les chiffres, c'est quoi? Les dernières élections, les législatives de septembre 2010, en ajoutant la MUD, la Mesa Unitaria Democratica, la table, l'opposition de centre-centre-gauche, hein, la Mesa Democratica, la table démocratique, bon, peu importe, en ajoutant ces voix à un petit parti qui est Patria para Todos, qui était un parti allié à Chavez en 98 et qui l'a quitté, comme le MAS de Teodoro Petkov, comme beaucoup de partis de gauche qui l'ont quitté. Si on ajoute ces voix, on a 52% pour l'opposition et 48% en nombre de voix pour le parti de Chavez, le PSUV. Évidemment, grâce au découpage électoral. Mais ça, je veux dire, le découpage électoral, on connaît bien avec Pasqua et les socialistes aussi, tout le monde. Bon, c'est la zone grise de la démocratie, on sait très bien, c'est normal. Donc, le découpage électoral donne à celui qui a 48% des voix plus de 50% des sièges. Bon, mais ça, c'est de bonne guerre, je dirais. Hein. Donc, Chavez se retrouve avec une majorité de sièges, mais en nombre de voix. Et c'est ça qui compte. Le nombre de voix, c'est... Chavez a perdu en nombre de voix par rapport aux élections, à l'élection présidentielle de 2006, il a perdu plus d'1,8 million voix. C'est énorme sur 17 millions de votants quand même. Bon. Alors, de voix de citoyens qui ne seraient pas contents éventuellement de sa politique, en faveur notamment des classes les plus défavorisées. Mais je voudrais tout de même que nous entendions le témoignage, l'entretien accordé à Christophe Payet d'Étienne Chouard, qui tout de même dit, voilà, les médias français par exemple, ne donnent la parole qu'aux détracteurs d'Hugo Chavez, ce que vous êtes en train de faire et ce que nous faisons en ce moment avec vous, René Frégosi, mais tout de même justement, l'idée pour certains, c'est-à-dire regardons objectivement aussi les chiffres et les résultats. Étienne Chouard au micro de Christophe Payet. Ce que je vois des médias dominants, quand j'entends parler de Chavez, je suis révolté. Ça n'a pas de bon sens, ça correspond pas à la réalité. Je trouve que c'est très souvent des mensonges, quoi, des choses qui correspondent pas du tout à ce que ramènent les gens qui reviennent du Venezuela, quoi. Tout le monde peut se tromper, bien sûr, hein. Mais ça mériterait d'être débattu. En France, il n'y a pas de débat sur Chavez. Sur Internet, il y a des débats. Hein. Sur Internet, ça discute dur, je peux vous dire. Il y en a qui prétendent que c'est un tyran, d'autres qui prétendent que c'est pas du tout, c'est un sauveur.
Mais dans les médias, c'est honteux, quoi. Hein. C'est un tyran. C'est un tyran, comme si les médias nous préparaient à lui faire bientôt la guerre. Comme si les médias préparaient l'opinion, comme ils le font avec à chaque fois qu'on va faire la guerre, quoi. Hein. Bon, mais ça, c'est vraiment révoltant quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est choquant. Je ne sais pas ce qui retient les journalistes en France de reconnaître qu'il alphabétise son peuple avec la rente du pétrole, qu'il le soigne en échangeant avec Cuba des médecins de très bon niveau pour soigner les Vénézuéliens contre le pétrole, ce que ne faisaient pas les multinationales avant. Enfin, je ne comprends pas ce qui fait que les journalistes en France n'en parlent pas. Je trouve ça pas juste. C'est juste pas juste. Étienne Chouard, au micro de Christophe Payet, René Frégosi. Non, c'est pas juste. Je crois que c'est assez juste parce que ça rétablit un petit peu la balance. Parce qu'en France, c'est une spécialité très française, hein, quand même. Cette fascination pour la violence révolutionnaire, cette croyance, en fait, même de la part de certaines personnes qui se présentent comme démocrates, dans la révolution. En fait, en France, on rêve toujours de la révolution. On croit qu'on peut changer les choses par la révolution. Et donc, effectivement, en France, on a une opinion publique à gauche extrêmement pro-chaviste. Mais justement, moi, je voudrais revenir sur ce terme chaviste, anti-chaviste, Chavez, on ne parle que de lui. Est-ce que les chavistes sont capables de me citer les noms de quelques ministres de Chavez ? Est-ce que on connaît les dirigeants du PSUV ? Non, il n'y a que Chavez. Est-ce que c'est normal, dans une démocratie, qu'un parti ne soit représenté que par son leader, qu'on ne se centre que sur la personne du président? Il y a quand même un problème là de gouvernance dans le parti chaviste, non? Agnès Benassi-Carré. Oui, du point de vue économique, on dit en général que le pétrole et le populisme font assez mauvais ménage, car dans un pays donc pétrolifère, il y a un risque qui s'appelle la maladie hollandaise, le risque que l'économie se polarise entièrement sur cette activité au détriment des autres activités, que progressivement ils deviennent un peu prisonniers de cette rente pétrolière, et le populisme de ce point de vue favorise parce qu'on va donc exploiter cette rente sans essayer de faire émerger de nouveaux secteurs. Qu'en est-il de la politique suivie par Chavez et est-ce que ce risque s'est vraiment matérialisé? Et dont on dit qu'elle a servi tout de même à améliorer le sort des classes les plus défavorisées. Oui, mais absolument. René Frégosi. Absolument. Le populisme se porte très bien, au contraire, avec une économie de rente, qu'elle soit pétrolière ou rente du soja. En Argentine, par exemple, Cristina Kirchner surfe absolument sur ses revenus énormes du soja, tant que ça dure, hein, tant que la Chine achète le soja, pour effectivement, c'est vrai, faire une certaine partie de redistribution, mais c'est une redistribution, en tous les cas au Venezuela, en partie en Argentine, mais moins, mais au Venezuela, une redistribution extrêmement clientéliste, mais erratique aussi. Je veux dire, les gens qui reçoivent une subvention la reçoivent, ou une bourse par exemple. Il y a le fils d'un chauffeur de taxi qui me dit mon fils a commencé à faire ses études grâce à une bourse de Chavez, parce que c'est lui-même qui distribue. C'est comme Evita Perón qui distribuait elle-même, n'est-ce pas? C'est ça le populisme, ça personnalise la redistribution. Bon. Donc, une bourse de Chavez, et puis au bout de 6 mois, la bourse on l'a plus reçue, on n'a jamais compris pourquoi, on ne l'a plus et mon fils est obligé d'arrêter ses études. Bon, en plus, c'est n'importe quoi. Mais bien sûr qu'il y a une redistribution, mais c'est extrêmement grave. Cette économie de rente, donc qu'elle soit pétrolière ou agricole, mais ça désindustrialise complètement le pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est complètement désindustrialisé. Vous avez d'ailleurs des entreprises qui sont en fait des entreprises complètement Potemkin, qui ne produisent rien du tout, qui font semblant de marcher. Enfin, c'est hallucinant. Et il y a eu une amélioration économique, il faut le dire, parce qu'on est parti donc d'une catastrophe en 98. Chavez n'est donc pas arrivé pour rien. Il y a eu une amélioration jusque dans les années 2003. Et depuis 2003, c'est la dégringolade, mais terrifiante. Non. Et le principal problème, dit-on, aussi, en revanche, c'est la question alors de l'insécurité qui est au cœur de la campagne électorale. Un chiffre, je ne sais s'il est vrai, comment il faut le commenter, 90% des meurtres au Venezuela ne seraient pas résolus. Oui, c'est ce qu'on se dit. Mais je vous dis, moi, les chiffres, je les maîtrise assez mal parce que, en fait, toutes les statistiques sont maîtrisées par le gouvernement et donc même si parfois la CEPAL va donner son estampillage, en fait ces chiffres sont sujets à caution. Donc, mais c'est vrai que c'est très les meurtres sont extrêmement nombreux et la police est
assez inefficace. 8h et presque 17 minutes les matins de France Culture. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vinchet. Alors vous allez voter qui vous dimanche à Caracas? Écoutez, j'ai pas ma carte d'électeur vénézuélien, mais je suis sûr que si je l'avais, je voterais pas pour Chavez. Vous voteriez pour El Flaquino. Et en plus, c'est un juif polonais, donc il a toutes les qualités. C'est à vous. Au départ, populisme fut une appellation revendiquée par des mouvements essentiellement agrariens. Les populistes russes, qui lancèrent le mouvement des Narodniki, étudiants des bonnes familles moscovites, tentèrent de convertir les paysans russes au socialisme dans les années 1870. 20 ans plus tard, des agriculteurs américains créaient le People's Party, qui était également populiste. Et dans les années 20 et 30, les partis populistes, appelés encore agrariens, devinrent si puissants que certains d'entre eux accédèrent au pouvoir en Europe centrale, en Bulgarie en particulier. La paysannerie y était encore majoritaire. Mais après la Seconde Guerre mondiale, c'est en Amérique latine que le populisme connut un formidable regain. On se souvient de l'embarras des politologues occidentaux devant des phénomènes aussi bizarroïdes que le péronisme argentin ou le Brésil de Vargas. Car voilà des mouvements qui n'avaient rien d'agrarien. Il mobilisait surtout des citadins qui obéissaient à des leaders charismatiques, guides, conducateurs, mais n'étaient pas non plus fascistes, puisqu'ils se réclamaient de la gauche et s'appuyaient sur les couches populaires et non pas sur les classes moyennes. Des partis qui en outre présentaient une dimension fortement nationaliste, mais ne nourrissaient pas de projets totalitaires. Du coup, c'est sur place, en Amérique latine, que ces mouvements furent le mieux analysés. Le sociologue argentin Gino Germani, qui comme son nom le suggère était un réfugié italien ayant fui le fascisme, proposa, pour qualifier le péronisme, l'adjectif national populaire. À ses yeux, les populismes sud-américains étaient, je le cite, des hybrides politiques, à la fois nationalistes de gauche et socialistes de droite. L'étrange pouvoir qu'exerce le lieutenant-colonel Hugo Chavez au Venezuela depuis bientôt 14 ans constitue sans doute un revival de ces hybrides politiques-là. Comme les régimes de Juan Perón et de Getúlio Vargas dans les années 50, il s'appuie à la fois sur les classes populaires et sur l'armée pour instaurer une sorte de socialisme fortement teinté de nationalisme. Comme ses précédents fameux, Chavez prétend incarner le peuple tout entier. Je le cite, « Je me sens incarné en vous et vous êtes tous des Chavez ». Mais c'est un populisme du XXIe siècle, appuyé sur les médias modernes. Chavez est à sa manière un feuilleton télévisé, une chanson populaire, mais aussi une émission de télé-réalité, écrit Alberto Barrera Tischka, le biographe de Chavez, dans un article traduit cette semaine par Courrier International. Même son combat contre le cancer soigné à Cuba, mis en scène, est devenu un argument de sa campagne électorale. Donc, le 7 octobre, il affrontera, dans des élections difficiles pour la première fois, malgré la mainmise du pouvoir sur toutes les radios et les télévisions, le candidat unique de l'opposition, vous l'avez cité, Enrique Capriles Radonski. Celui-ci fait valoir l'état de délabrement dans lequel se trouve le pays. L'économie du Venezuela dépend entièrement de la rente pétrolière. Il importe 70% de son alimentation, principalement des États-Unis, ce qui est amusant. La catastrophe pétrolière d'Amouaï, qui a fait plus de 50 morts et 150 blessés à la fin du mois d'août, a mis en évidence la gestion désastreuse de la Compagnie nationale de pétrole, PDVSA, dont le président, un proche de Chavez, est en même temps le ministre de l'énergie. L'incompétence et la corruption sont omniprésentes, l'insécurité est telle que beaucoup de Vénézuéliens ont choisi l'exil, mais Chavez, l'ami d'Ahmadinejad et de Bachar el-Assad, continue à susciter une forte admiration dans une partie de l'extrême gauche occidentale. Oliver Stone lui a consacré un film hagiographique et en France, le soutien du monde diplomatique n'a jamais fait défaut. Sur place, les pétrodollars qui coulent à flot ont permis à Chavez de se conquérir une popularité formidable dans les catégories populaires. Le nombre de fonctionnaires, il faut le savoir, a été multiplié par 2,5 depuis qu'il est au pouvoir, autant d'électeurs recrutés avec leurs familles. Comme quoi, la théorie de l'assiette de lentilles, que contestait pourtant Gino Germani, peut encore resservir. La chronique de Brice Couturier à retrouver téléchargée sur franceculture.fr. René Frigosi. Excellent, Brice Couturier, comme d'habitude, mais spécialement ce matin. Si vous saviez. Non, mais moi, je n'ai rien à redire à sa chronique. Bon. Elle est parfaite. Vous connaissez Gino Germani, évidemment. Bien sûr, Gino Germani, c'est vraiment la référence historique pour étudier le populisme, effectivement. Et en effet, le populisme n'a pas été assez étudié, je pense, et parce que c'est une réalité très complexe. Et en effet,
fait, Chavez aussi, donc je le rappelais tout à l'heure, il est arrivé au pouvoir en 98 avec des petits partis de gauche, dont le MAS de Teodoro Petkov, qui est un membre de l'Internationale socialiste, le MAS vénézuélien, mais oui, Brice, et également d'autres petits partis, le Parti communiste, etc. Et ensuite, tout cela a provoqué assez vite, mais tout au long, de toute façon, de ces années, des scissions. Et petit à petit, l'essentiel des appuis de gauche de Chavez sont partis, ont quitté le gouvernement, mais pas seulement ces appuis de gauche. Il faut bien voir qu'il y a des défections dans tous les secteurs, y compris, et c'est très important, dans les forces armées. Il ne faut quand même pas oublier que le général Baduel, notamment, qui a été le général qui a permis à Chavez de revenir au pouvoir après le coup d'État, à mon sens scandaleux, je suis contre tous les coups d'État, de 2002 contre Chavez. Le général Baduel est aujourd'hui en prison parce qu'il a osé, oui parce que Chavez utilise beaucoup des procès truqués, enfin bon, et la justice est à sa botte. Donc le général Baduel est aujourd'hui en prison parce qu'il refuse ce socialisme bolivarien, etc. Mais les classes populaires aussi quittent Chavez et c'est pourquoi on a de si bons résultats électoraux pour l'opposition. Et je pense qu'il faut parler un petit peu de Enrique Capriles Radonski, qui est vraiment un personnage extrêmement intéressant. Pour qui, désormais, vous battez des cils. Mais enfin, attendez, tout de même, quand même, parce que je veux... Voilà. Chavez présente un bilan, tout de même, qui n'est pas seulement... dont les chiffres ne sont pas seulement fournis par ses services officiels. D'après la Commission économique pour l'Amérique latine, à l'ONU, le CEPAL, le taux de pauvreté au Venezuela a chuté de 40... Il est passé de 49,4% en 1999 à 27,8% en 2010. L'analphabétisme est passé de 9,1% en 1999 à 4,9% en 2011. Et toujours selon cette commission économique pour l'Amérique latine, 45% des ressources qui revenaient encore à 20% des Vénézuéliens les plus aisés est remonté aujourd'hui à 20%. Est-ce que ces chiffres sont contestables? Et encore une fois, et je voudrais là qu'on écoute aussi le témoignage de notamment Alexis Corbière, qui est conseiller de Paris et qui est aujourd'hui au parti de gauche, qui dit tout de même qu'il faut faire attention, et pourquoi ne pas prendre comme un exemple cette fameuse politique de redistribution menée par Hugo Chavez, cette politique qui enthousiasme la gauche radicale. Donc écoutez donc au micro de Christophe Payet, Alexis Corbière, secrétaire national du parti de gauche. Très clairement, nous soutenons Hugo Chavez, nous souhaitons sa réélection, nous pensons que ce qui se passe là-bas est un processus dynamique, vivant, qui doit continuer à s'approfondir. Tout de même, c'est un pays dans lequel tout le monde s'accorde à reconnaître que l'analphabétisme a reculé, l'accès à la santé s'est énormément démocratisé. Aujourd'hui, il y a des programmes de construction de logements et toute une série de gens qui vivaient dans des conditions indignes en retrouvant le logement. Et ça, c'est une bonne chose. Et bien entendu, cela doit continuer. Et j'observe même que le candidat de la droite locale, cette fois-ci, est obligé de considérer qu'il y a effectivement une œuvre sociale et il dit qu'il veut la continuer. Ce simple argument, si je puis dire, de la droite est déjà une reconnaissance que, contrairement à ce qui avait été dit, effectivement, il y a une politique qui a mis au cœur, depuis une dizaine d'années, le peuple, c'est-à-dire ceux qui subissaient le plus difficilement les conditions de vie et qui étaient en situation de grande pauvreté. Donc nous clairement on pense que ça doit continuer, que c'est un point d'appui pour ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, pour montrer que les politiques de rigueur ne s'appliquent pas partout dans le monde et qu'il y a des endroits dans lesquels une autre voie est en train de se mettre en œuvre. Voilà, Alexis Corbière au micro de Christophe Payet. René Frégosi. Alors, Capriles n'est pas de droite. Il vient de la démocratie chrétienne et il évolue vers la gauche régulièrement. Et aujourd'hui, il se présente clairement, lui et son programme, comme social-démocrate. Il a un vrai programme social. Et alors, pour ce qui est de la réalité, justement, sociale au Venezuela, il y a eu des améliorations, certainement. Mais ça, on le sent comme ça au feeling. Mais le problème des chiffres, parce que moi, je me fais souvent traiter de menteuse, parce que je dis, mais non, ces chiffres ne sont pas estampillés par la CEPAL. J'ai tort. Le terme n'est pas adéquat. Vous voulez dire que les chiffres que je vous ai donnés ne sont pas bons? Probablement pas. Ah. Et voilà pourquoi. C'est-à-dire que la CEPAL est effectivement une agence de l'ONU. L'agence de l'ONU, comme l'OEA, ne fonctionne que en relation avec les États. Autrement dit, ces chiffres sont fournis par l'État vénézuélien. Et donc la CEPAL, en tant qu'organisme de l'ONU, est obligée de les accepter. Mais en fait, les spécialistes, les économistes de la CEPAL émettent, mais on dira off,
des doutes sur la validité de ces chiffres. Et pourquoi est-ce qu'on a des doutes sur la validité des chiffres d'un État ? Lorsque la France donne ses chiffres, on a un petit peu de doute peut-être, mais assez peu. Pourquoi est-ce qu'on en attend ? Parce que l'État vénézuélien n'est pas un État indépendant, c'est un État partisan. C'est ça le problème, c'est que avec cette polarisation dont je vous parlais, il n'y a plus d'État neutre, d'État indépendant. C'est un État partisan. Donc, on a évidemment des soupçons. On peut dire que c'est un procès d'intention, mais qui est justifié par la structure de cet État. Il faut donc, Agnès Benassi-Kéré, je me tourne vers vous, se méfier des chiffres que fournissent la Commission économique pour l'Amérique latine, ou en France peut-être alors le Conseil d'analyse économique et sociale dont vous êtes désormais la présidente ? Le Conseil d'analyse économique ne fournit pas de chiffres, et c'est un problème tout à fait classique. Ça me rappelle l'affaire des comptes de la Grèce. Pendant très longtemps, Eurostat a reçu et enregistré tout simplement les chiffres livrés par Athènes. Et je suis très intéressée par ça parce que souvent on essaye de trouver des variables extérieures aux comptes publics pour essayer de les valider, et effectivement avoir en même temps une baisse des inégalités très forte et une hausse de la violence paraît suspect. Un petit peu suspect. Je voudrais vous interroger sur la comparaison entre le Venezuela et le Brésil, parce que le Brésil a mené aussi une politique très vigoureuse et très réussie d'un certain point de vue de lutte contre les inégalités, mais tout ça quand même dans un certain canon international, en accord avec les... comment est-ce que les deux se comparent de votre point de vue ? René Absolument. Frigosi. Mais en effet, la politique de Lula a été une politique social-démocrate et non pas populiste. Et mais en fait, notamment, même les anciens membres de ce gouvernement sont aujourd'hui accusés de corruption, et il y a un procès du oui, mais ça, la corruption, non, mais attendez, mais ça, d'abord la corruption, on dit tout et n'importe quoi derrière. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire, au Brésil, étant donné la structuration du système partisan, on est obligé de trouver une majorité parlementaire, le gouvernement est obligé de trouver une majorité parlementaire en allant, acheter des députés. Bon, voilà, c'est tout. Mais ça, c'est dû aussi à la structuration du système partisan. C'est pas non plus des enrichissements personnels scandaleux. Bon, enfin bref. Bon, peu importe. Mais c'est marginal. Pour moi, c'est marginal vraiment par rapport au fonctionnement du gouvernement Lula. Oui, non, mais vraiment. Mais vous savez, on est très moraliste aujourd'hui. Il y a un retour du puritanisme dans tous les domaines, c'est terrible. Ouais, ce n'est pas de faire état d'un retour, pardonnez-moi, de puritanisme exacerbé que de acheter quelques députés pour avoir une majorité, c'est pas dramatique, pour faire passer justement. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Oui, absolument. Non, mais vous savez, aujourd'hui, ça aussi, c'est le populisme. Vous savez, on agite la corruption et tout. Le vrai problème n'est pas là, c'est vraiment marginal. Bon. Donc, la politique sociale de Lula. Par exemple, les Bolsa Familia. Ça fonctionne comment ? C'est pas du tout des aides, du fric donné comme ça de façon clientéliste à la Chavez. Ce sont des bourses qui permettent un véritable empowerment des gens. C'est-à-dire, c'est des bourses qui vont aider les gens à avoir une autosuffisance alimentaire, qui va permettre de donner à manger aux gens, en obligeant les gosses à aller à l'école. Et qu'est-ce qu'on constate ? L'effet de ça, c'est pas seulement qu'il y a moins d'indigents, mais c'est que les gens, comme ils ne sont plus dépendants justement des gens qui vont les employer au black, etc., ont des exigences sociales qui ont considérablement augmenté. Aujourd'hui, les Brésiliens, même encore pauvres, mais qui sont maintenant indépendants, en fait, d'un point de vue alimentaire, etc., des besoins de base de la vie, eh bien, ils ne veulent plus travailler au noir. Ils veulent travailler déclaré parce que pour avoir la sécurité sociale, etc. Et c'est ça qui développe socialement un pays. Alors, par ailleurs, il y a eu tous les développements économiques et tout. Ça, c'est pas vraiment mon job. Je suis pas spécialiste. Mais je veux dire, de ce point de vue-là, c'est une différence complète entre la social-démocratie et le populisme. Brice Couturier. D'ailleurs, il faut savoir que Capriles Raladonsky, donc le candidat unique de l'opposition, désigné à la suite d'une primaire, fait référence précisément au Brésil comme modèle. Donc c'est pas du tout un candidat de droite, contrairement à ce qu'écrivent certains journaux français. Mais je voudrais revenir justement à cette fascination étrange qu'exerce Chavez sur une partie de la gauche radicale européenne et américaine. Je disais qu'Oliver Stone, tellement critique à l'égard de son propre pays en tant que réalisateur de cinéma, formidable d'ailleurs, a fait cette hagiographie incroyable de Chavez, dont il fait une espèce de
de héros populaires magnifiques, etc. Et puis il y a effectivement le soutien d'une partie de la gauche radicale en Europe à l'égard pour ce type. Moi, je me l'explique toujours mal. Enfin, je sais bien qu'il y a eu des précédents de Mao Tse-tung, de Staline, d'ailleurs, si on remonte assez loin chez certains intellectuels, ou de Castro plus récemment. Mais comment expliquer que quelqu'un qui est manifestement un populiste, qui achète des voix, qui est un militaire dans l'âme, qui se présente en uniforme, qui a créé sa milice personnelle parallèle à l'armée, puisse exercer une telle fascination sur la gauche radicale? Mais effectivement, moi je crois que vraiment, il y a spécialement en France, René Frégosi. Aux États-Unis, effectivement, mais c'est extrêmement marginal. Tandis qu'en France, ils ont vraiment une large audience, contrairement à ce qu'ils disent. Mais ça, c'est toujours pareil. Les populistes, ils se présentent toujours comme les victimes. Hein. Donc, la victimisation, là, nous, on nous entend jamais. À la radio, il y a que des gens anti-Chavez. C'est pas vrai du tout. On n'entend que, je veux dire, Mélenchon, on n'entend que lui, quand même. Bon, moi, je l'aime bien, Jean-Luc, mais je veux dire, d'ailleurs, il a mis de l'eau dans son vin par rapport à Chavez. Mais à cause des déclarations de Chavez vis-à-vis d'Ahmadinejad. Exactement. Parce que il y a juste un petit oubli dans la chronique de Brice Couturier, c'est aussi Loukachenko, hein, pour compléter le trio. Je parle de Al-Assad, dont il est un grand ami, de Ahmadinejad qui l'aide à créer une bombe atomique, mais je ne savais pas pour Loukachenko. Ah si, le dictateur biélorusse. Beaucoup d'achats d'armes, etc. Bon, oui, et Loukachenko, c'est son ami aussi. Donc effectivement, amis, hein. la gauche française, enfin l'extrême gauche française, mais également au sein du Parti socialiste. Hein, il y a des chavistes. Ah bon. Et effectivement, oui, là, parce que il aurait fallu avoir l'image, je précise aux auditeurs. Mais c'est cette fascination pour la violence révolutionnaire, cette fascination pour la révolution. On n'a pas encore compris que les vrais changements, que la social-démocratie suédoise, elle a plus réussi et elle a plus changé à long terme que la révolution bolchevique. Alors écoutez, je voudrais qu'on écoute à nouveau justement le professeur Étienne Chouard, enseignant en économie au micro de Christophe Payet, qui lui, au contraire, justifie pourquoi au fond il y a un modèle éventuellement vénézuélien, notamment sur le système institutionnel et sur les questions démocratiques. Étienne Chouard, interrogé par Christophe Payet. Il me semble qu'il y a des expériences qui se font en Amérique latine qui mériteraient d'être expérimentées ou renouvelées chez nous. Je pense notamment au référendum d'initiative populaire, qui est pas la pantalonnade, l'escroquerie politique qui est la nôtre. Au Venezuela, précisément, il existe un référendum d'initiative populaire, le vrai, et il est loin d'être parfait. Hein. Il a des seuils très élevés, il faut 20% pour le déclencher, ce qui est beaucoup trop élevé. En Suisse ou en Italie, c'est 1 ou 2%. Au Venezuela, ça fonctionne, hein. C'est possible, puisque ça a eu lieu. Hein. L'opposition est assez forte, assez structurée, avec des médias si puissants qui sont arrivés à mobiliser les 20% en question. Et donc, ils ont réussi à déclencher un référendum contre Chavez. Et ensuite, le peuple a décidé, à la majorité, de soutenir Chavez. Bon, ça me paraît infiniment plus démocratique que ce qui se passe chez nous. Je répète, infiniment plus démocratique que ce qui se passe chez nous, et je mets au défi quiconque de me montrer le contraire. Je trouve que l'exemple de Chavez est plus intéressant pour un peuple qui se préoccupe de démocratie digne de ce nom. Voilà, Étienne Chouard au micro de Christophe Payet. René Frégosi. On ne va pas refaire ici le débat sur la démocratie référendaire. Est-ce que c'est de la démocratie ? Je veux dire, ça c'est vraiment le basisme aujourd'hui. Vous savez, ce qui est quand même intéressant dans l'extrême gauche française aujourd'hui, c'est que de léniniste, elle s'est convertie à luxembourgiste. Hein? Aujourd'hui, on est basiste, spontanéiste, donc les référendums, tout ce qui vient de la base. Et je dois dire qu'au Venezuela, il y a quelque chose de positif là-dedans. Parce que, effectivement, il s'est passé des choses depuis 14 ans. Hein, et mes amis de l'opposition me disent, effectivement, Chavez, c'est insupportable, son système est insupportable, mais il y a des choses positives. Est-ce qu'il n'a pas eu le mérite de redonner la voix à des gens qui ne l'avaient pas ? Exactement. Et de pointer la question des inégalités. Enfin bon, sang de bois, parce que quand on agite effectivement tout ça, eh bien, les femmes notamment, et les gens des classes populaires ont pris la parole. Et mes copains de l'opposition me disent, et ça c'est super positif,
on l'avait négligé. Aujourd'hui, les femmes et les couches populaires sont montées sur la scène politique et n'en sortiront plus. Mais absolument. Mais effectivement, toute cette agitation, ça a du bon. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, au Venezuela, après 14 ans d'agitation, eh bien, on est dans une situation chaotique. Et heureusement, et c'est moi qui le dis, heureusement que les Cubains sont là. C'est eux qui tiennent l'État. Le peu d'État qui reste, c'est eux. Ils tiennent les transports, l'État civil, les forces armées et tout ce qui est social, et notamment la santé. Je veux dire, sans les Cubains, sans les Cubains, à Cuba, oui, ben ça on connaît. Non, mais je veux dire, c'est pareil. On n'est pas castriste et on reconnaît la qualité excellente de la médecine cubaine. Mais je veux dire, sans les Cubains aujourd'hui, il n'y aurait plus d'État au Venezuela. Parce que Chavez, son mode de fonctionnement, effectivement, basiste, spontanéiste, et surtout, il multiplie les structures parallèles. Au lieu de réformer l'éducation nationale, il crée des écoles bolivariennes. Au lieu de réformer la police, il crée des bataillons bolivariens. Alors, c'est parce qu'on dit bolivarien depuis le début de l'émission, et c'était d'ailleurs de ma faute, ça veut dire quoi? C'est quoi bolivarien? C'est une école bolivarienne, c'est quoi? Non, mais c'est parce que Chavez se revendique de la grande figure de Bolivar, donc tout ce qui est chaviste, ça s'appelle pas les milices chavistes, ça s'appelle les milices bolivariennes. Comment résumeriez-vous ce qu'est justement alors cette question d'être bolivarien? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi politiquement? C'est une pensée mythique. Hein. La pensée mythique, c'est on se présente comme étant pareil qu'aux origines. Et c'est la figure mythique de Bolivar qui a rien à voir d'ailleurs tellement avec le populaire. Hein. Il n'était pas issu des couches populaires et paysannes, hein, Bolivar. Mais c'est la grande figure du Libertador, l'indépendance par rapport à l'Empire, voyons, toujours pareil, l'ennemi, les méchants qui sont en face, la force du mal. Brice Couturier. Je voudrais revenir sur les questions économiques, s'il vous plaît. Peut-être avec l'aide d'Agnès. Mais je disais tout à l'heure, en fait, l'économie vénézuélienne repose entièrement sur l'exploitation de pétrole. On voit aujourd'hui que les États pétroliers les plus intelligents, comme le Venezuela, vous avez la Norvège, justement, et le Qatar. j'allais justement y venir. Dans les États intelligents comme la Norvège ou le Qatar, on investit pour l'avenir parce qu'on sait que les ressources pétrolières ne sont pas inépuisables. Il semble qu'au Venezuela, on dépense tout. Il semble qu'il n'y ait pas de projet à très long terme. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, un État comme le Venezuela qui exporte 70% de son alimentation auprès du géant nord-américain dont il est l'ennemi déclaré, ça fait quand même désordre. Donc, qu'est-ce qui va rester de l'économie vénézuélienne quand Chavez, parce que de toute façon, il va mourir s'il est réélu. Bah oui, il est quand même. Il est guéri. Il dit qu'il est guéri. Oui, il est guéri. Puis il est guéri chaque fois. Mais enfin, il est très mal en point et de toute façon, il va disparaître. Qu'est-ce qui va rester de l'économie vénézuélienne derrière Chavez? Est-ce qu'il va laisser des ruines ou est-ce qu'il y a déjà de quoi faire redécoller ce pays, René Frécosi? Non, mais je vous dis, moi, je suis pas spécialiste d'économie, mais effectivement, d'après ce que me disent les amis économistes, c'est en effet une catastrophe. Et bon, on est dans cette situation, une économie rentière. Voilà, comment sortir d'une économie rentière, c'est pas ma spécialité, mais c'est un vrai problème. Il y a la méthode norvégienne qui consiste donc ce qu'on tire du sous-sol, ce qui est un actif, eh bien on l'investit à l'aide d'un fonds souverain. Mais un fonds souverain aux mains de Chavez, j'ai quand même quelques doutes. Mais que va-t-il rester de l'économie vénézuélienne alors après lui? C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a la maladie hollandaise, ils sont en plein dedans. Voilà. C'est-à-dire qu'avec la hausse du prix du pétrole qui va continuer tendanciellement, eh bien, il y a de moins en moins intérêt à se diversifier. Et sans une politique super active du gouvernement pour diversifier l'économie, ce que tente un peu la Russie quand même, avec beaucoup de difficultés, sans cette politique volontariste, on a une polarisation inévitable de l'économie. C'est la maladie du populisme qui était dénoncé par Faleto et Cardoso dans les années 70. C'est-à-dire qu'en fait, le populisme, il redistribue, etc., tant qu'il peut. Perón a beaucoup redistribué, y compris chez les paysans, d'ailleurs. C'est pas seulement dans les classes urbaines. C'était vraiment, ça allait bien au-delà. Mais le problème, donc, souligné par Cardoso et Faleto à l'époque, c'est que les économies populistes sont dépendantes, en fait, technologiquement et au niveau des importations malgré tout. En fait, le projet d'industrialisation par substitution des importations, qui est le projet populiste, en fait, ils ne le mettent jamais en place. Et aujourd'hui, moins que jamais, je vous dirais, avec la mondialisation, il faut d'autres méthodes. Mais en tous les cas, le problème, c'est la dépendance
qui se maintient et qui s'approfondit avec le populisme. Dépendance alimentaire à l'égard des États-Unis, mais également dépendance à l'égard des États-Unis qui sont le premier importateur de pétrole vénézuélien. Donc une extrême dépendance de l'économie à l'égard du fameux empire. De certains observateurs, on le voit également d'ailleurs dans à la fois le numéro de Politis de cette semaine, dans le Courrier international, note que la réélection de Hugo Chavez dimanche prochain a des conséquences pas seulement, on va dire, régionales, mais également mondiales. Pour quelles raisons selon vous? Et notamment avec le fond sur fond d'élections américaines. D'ailleurs, Chavez a dit Barack Obama est un type très sympathique. Si j'étais américain, je voterais pour lui. Oui, ça il l'a dit il y a longtemps, mais aujourd'hui il a un peu changé, parce que c'est quand même l'Empire. Mais d'abord, moi je ne suis pas sûre, mais vous direz que je suis une rêveuse impénitente, mais je ne suis pas sûre que Chavez soit élu dimanche. Bon. Avec les résultats dont je vous ai parlé. Les législatives ne sont pas des présidentielles, on est d'accord. Mais enfin, il y a 2 ans, il a 52% contre lui. Et au sortir de ces élections législatives, il y a 2 ans, il y a eu un sondage fait par Interlace, ce qui est vraiment reconnu même par les chavistes. Là, pour le coup, ils sont bien obligés de reconnaître cette notion d'indépendance. C'est une boîte d'enquête, sociologique. Eh bien, au lendemain de cette élection législative, 60 à 70%, que ça soit des chavistes, des anti-chavistes ou des ninis, ni l'un ni l'autre, étaient contre la candidature de Chavez pour un 3e mandat. C'est sur ce fond-là qu'il présente sa candidature. Donc, 52% contre lui il y a 2 ans au niveau des voix. Ce rejet, malgré tout, de ce continuisme, les gens n'en peuvent plus. Ils en ont marre, en fait, de Chavez qui nous chante des chansons à la télé pendant des heures et qui pleure et qui porte la croix et qui demande à Jésus de le sauver. C'est insupportable. Les gens, ils en peuvent plus. Vous voulez dire que personne, finalement, au fond, n'ose dire, comme l'avait fait le roi d'Espagne, Cállate et tout, se levant et considérant qu'il disait des bêtises. Ça ne se produit pas, ça Venezuela. C'est-à-dire que si les gens en privé le disent, mais justement, et ça a été la force de Capriles Radonski. Ah, votre chouchou, celui qui va essayer vaguement de diriger Venezuela il m'a fortement dimanche. impressionné. Ouais. Vous savez, des hommes politiques comme ça, on n'en voit pas beaucoup par chez nous. Je veux dire, une sincérité, Chavez un dit qu'il engagement. était à la solde des narcotrafiquants. Ah ouais, parce que Chavez, il l'est pas. Non, mais attendez, les narcotrafiquants, ils sont partout. C'est un des vrais problèmes du monde aujourd'hui, de l'économie mondiale, l'économie de la drogue. Donc, ne parlons même pas de ça, c'est un autre chapitre. Mais Capriles Radonski, justement, pendant toute sa campagne, ses partisans au début disaient « Oh là là, mais il est trop mou, il attaque pas assez ». Mais justement, et ça a monté en puissance, mais il a refusé de rentrer dans la polarisation populiste. Et il a commencé sa campagne doucement, il attaquait pas Chavez, et lui, il s'est fait attaquer dès le lendemain des primaires, parce que l'opposition a fait des primaires remarquables en février dernier. 3 millions d'électeurs sur 17 millions. Nous, on s'est extasié de nos 3 millions pour les primaires en France, alors qu'on a 43 millions de votants. Là-bas, sur 17 millions de votants, 3 millions de gens se sont déplacés. Quand on sait que les gens sont fliqués et tout, moi j'ai vu dans les bureaux de vote, les gens ils disaient « Non, je mets pas mon doigt dans l'encre parce que je veux pas qu'on voit que je suis venu voter pour les primaires, etc. » de l'opposition. Et bien sûr. Et donc, aux primaires de l'opposition, Radonski, il a gagné avec 60%. Il a tout le monde autour de lui. En 2 ans, l'opposition, elle s'est réunifiée, elle s'est structurée alors qu'elle était éparpillée, nulle, etc. C'est bien la preuve que le Venezuela est un pays parfaitement démocratique. Mais justement, c'est ça qui est très troublant, si vous voulez. C'est que, en fait, et Lula n'y est pas pour rien, Chavez est limité dans sa dérive autoritaire, notamment par le Brésil, qui l'empêche d'aller jusqu'au bout de sa dictature, et aussi par Raúl Castro. Parce que si Fidel Castro, il est chaviste à fond, Raúl, il l'est pas tant que ça, et il le limite. Et Raúl considère qu'il ne faut pas faire un système à la cubaine complètement autoritaire.
Alors pour terminer, René Frégosi, il faut à nouveau quand même évoquer avec quelques petits chiffres, aussi contestables soient-ils, mais c'est donc la question qui effectivement mobilise le Venezuela, c'est cette question de l'insécurité, thème majeur de la campagne présidentielle, reconnu, cela dit, cette insécurité par Chavez lui-même, c'est la première préoccupation. 61% de la population sont inquiets de l'insécurité qui règne au Venezuela. D'après le gouvernement, le pays avait enregistré en 2011 un taux d'homicide de 50 pour 100 000 habitants, donc le plus élevé d'Amérique latine, et on envisage une très grande réforme de la police. À lire le très bon reportage de Gérard Thomas dans Libération aujourd'hui, La mort au coin de la rue à Caracas. Gérard Thomas qui écrit « Que fait la police ? Pas grand-chose, du moins jusqu'à récemment, quand ses membres ne sont pas directement impliqués dans la délinquance. » Il y a 2 ans, Tarek El Hassaimi, le ministre de l'Intérieur vénézuélien, estimait que près de 20% des 115 policiers en exercice entretenaient des activités délictuelles, du trafic de drogue à l'extorsion de fonds et aux enlèvements. Certains défenseurs de l'ordre s'acoquinent avec les mafias locales. Et ainsi Chavez, et un proche du président Chavez, a annoncé qu'il fallait avant tout lutter contre la corruption morale et matérielle des corps de police municipaux. Bref, il y a même une université nationale expérimentale de sécurité en 2010 qui a été créée pour lutter contre cet état de fait. Oui, mais toujours les structures parallèles. Je veux dire, il faut s'attaquer à la police nationale. Il faut la nettoyer, il faut la rénover, il faut l'éduquer, il faut faire tout ce qu'il faut, mais pas la laisser en place et créer une police bolivarienne à côté. Il faut former tous les policiers et non pas créer une université expérimentale. Mais non, il ne faut pas que ça soit expérimental. C'est l'État qui prend en main son administration et qui la rénove. Et ça, Chavez, il n'est même pas capable de le faire. Mais c'est normal, les militaires, ils savent pas gouverner. Les militaires, s'ils sont bons, ils savent faire la guerre, et s'ils sont pas bons, ils savent rien faire. Mais en tous les cas, c'est pas des spécialistes du gouvernement et de la réforme de l'État. Bon, donc il faut réformer l'État, ils réforment pas l'État. Cette question de la sécurité, elle est vachement importante. Et c'est le premier thème de campagne de Capriles. Et c'est sans doute pourquoi nos gauchistes nous disent qu'il est de droite. Parce qu'il insiste sur la sécurité. Parce qu'on sait très bien, n'est-ce pas, que s'occuper de la sécurité, comme le fait parfaitement Manuel Valls, c'est évidemment très mal. Et donc Radonski, qui a choisi ce premier thème pour sa campagne, mais également tous les thèmes sociaux. Mais pourquoi il met son premier thème de campagne sur la sécurité ? Parce que c'est la première préoccupation des gens. Parce que les gens, ils ont la trouille de se faire enlever, de se faire tuer, de se faire dévaliser, et que ça arrive à tous les coins de rue, en effet, comme dit Gérard Thomas. Et d'ailleurs, consigne a été donnée toujours par le gouvernement de Chavez, raconte Gérard Thomas, dans Libération, aux Vénézuéliens de ne pas résister quand ils se font attaquer, parce que la violence est un maximum et il vaut mieux, leur dit-on, obtempérer. Bien sûr. Merci René Frégosi d'avoir accepté notre invitation au matin. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche à Sciences Po. Et de sciences politiques. Pardon. Voilà, l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Vous publiez un livre qui n'a pas de rapport, enfin un petit peu quand même. Si, je parle un peu de Chavez. Pas amené, donc je ne l'ai pas lu, mais on va quand même signaler. Je vous prie de m'excuser, je l'ai complètement oublié ce matin, c'est tellement matinal. Parcours transnationaux de la démocratie, transition, consolidation, déstabilisation. Alors, et vous partez au Venezuela ? Aux éditions Peterland. Oui, je pars demain matin, à l'aube encore. Je vais encore me lever hyper tôt. Et vous allez voir votre petit copain, là, Mais bien sûr que je vais voir Enrique Capriles Radonski. Et vous lui direz quoi quand il verra qu'il est battu ? Mais non, mais moi je lui dirais que de toute façon, même s'il est battu, l'hégémonie chaviste, c'est fini.